Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. On va donc s'intéresser à notre organisme et à certains de ses secrets du côté de nos gènes et de nos muscles, notamment ce matin. Et pour en savoir plus sur tous ces mystères, vous êtes avec nous aujourd'hui, Serge Braun. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On va apprendre une première chose étonnante avec vous. Il paraît qu'on peut améliorer sa mémoire avec l'activité physique. Moi j'ai bien envie que vous nous expliquiez comment c'est possible. En fait, et on risque de plus avoir beaucoup de mémoire dans quelques temps. Julien, on bouge pas assez. C'est vrai. C'est très simple. Le muscle, c'est aussi un organe qui sécrète beaucoup de substances et il sécrète notamment des protéines qui assurent la survie des neurones. Et elles circulent dans le sang, elles vont au cerveau, elles vont vers la moelle épinière et ça contribue effectivement à la mémoire. Donc l'exercice est bénéfique pour plein de choses, y compris le cerveau. Et donc, si on fait du sport, plus de sport, ça veut dire qu'on a plus de neurones. Parce que parfois, quand on entend certains sportifs, c'est pas évident. Méchante. Il faut faire de l'exercice modérément. C'est comme tout. C'est comme le champagne. Ouais. C'est ça, toujours avec modération, c'est le secret. Bon, en tout cas, est-ce que ça c'est valable pour tous les sports ou quand même certains sports sont plus efficaces pour les neurones ? Justement, l'exercice modéré, ça veut dire la marche, la danse, sont des sports qui sont très bien pour... Oui, alors que la boxe, tout ça, on évite, j'imagine. C'est pas la même. Oui, parce qu'en plus, les coups, le cerveau n'aime pas du tout. La danse, justement, je crois qu'il y a des travaux sur la sarcopénie, on va expliquer ce que c'est justement dans une seconde, mais qui ont montré que justement, c'était un des sports qui permettait de vivre le plus longtemps en forme, c'est ça ? Oui, et c'est ce type d'exercice modéré, danse, marche, est utile pour des myopathies aussi, pour essayer de préserver les muscles. Le muscle, alors vous en parliez, fait baisser apparemment aussi le cholestérol. Comment ça agit, ça ? Il y a deux organes qui sont très consommateurs de cholestérol, c'est le cerveau et le muscle. Et le muscle fait baisser le cholestérol parce que pour constituer ses membranes, pour fonctionner, c'est quand même la moitié de la masse de l'organisme, les muscles. Il a besoin de cholestérol, donc il le fait baisser. D'où aussi l'impact de l'exercice. Faire du sport, ça fait baisser le cholestérol. On dit aujourd'hui qu'on serait dans tous des petits mystères et des petits secrets de nos muscles et de nos gènes. C'est quoi le plus petit muscle du corps d'ailleurs ? Alors c'est un muscle qui s'appelle le muscle stapédien. Il est tout petit, il fait 2 mm et il se trouve dans l'oreille. Ah oui, et en fait il fait bouger l'étrier, en fait tout le système, le marteau et l'étrier qui réagissent, c'est les petits os qui réagissent aux vibrations. Et le muscle maintient tout ça. Tout ça, ça va ensuite créer un courant électrique qui va aller vers le cerveau. Donc, les muscles permettent d'entendre. D'accord. Et apparemment, on peut être musclé sans sport. Alors ça, comment c'est possible ? Ah oui, alors lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un camarade de classe qui était extrêmement musclé. Il faisait absolument pas de sport. C'était une montagne de muscles. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, en étudiant notamment des bovins riches en viande, la viande, c'est le muscle, ce sont des muscles, on s'est rendu compte, chez ces races qui avaient été sélectionnées, qu'en fait, c'était des mutants, c'était des variants. Ils avaient une mutation dans un gène particulier qui s'appelle la myostatine. C'est une hormone qui freine la croissance musculaire. Et cette hormone n'étant plus active, du coup, la masse musculaire est énorme. Ah, donc c'est des mutants. Très bien. C'est des mutants. Serge Braun, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer ce point étonnant ce matin à vos côtés sur certains secrets de notre corps humain qui s'éclairent quand on creuse un peu plus du côté de nos gènes et de nos muscles. Et c'est justement ce que permet le Téléthon qui va démarrer dans quelques jours. On en parlera aussi. Financer des travaux de recherche pour des maladies rares, en fait, ça bénéficie à tous. On y revient dans quelques minutes sur Europe 1. Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, on parle de santé. Et plus précisément, on perce certains mystères de notre corps humain avec notre invité Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Alors, on parlait déjà juste avant de nos muscles, mais le muscle vital du corps, c'est le cœur. Qu'on situe tous a priori à gauche, mais il se trouve, vous allez nous expliquer pourquoi, qu'il y a des personnes qui ont leur cœur à droite dans la poitrine. Comment c'est possible, ça ? C'est un petit défaut génétique qui est à l'origine de ça. Et il n'y a pas que le cœur, d'ailleurs, qui est concerné. Parce que tout est inversé après ? Ça peut être le cœur ou tous les organes. C'est une personne sur 15 000. C'est quand même pas rien. C'est fréquent quand même, Ah oui, Ouais. c'est énorme. Mais c'est pas grave ? Non.
Quand l'inversion est complète, on vit normalement. Alors à vous, à l'AFM Téléthon, votre spécialité, c'est depuis 35 ans la lutte, la recherche contre de nombreuses maladies génétiques notamment. On va en parler dans un instant, mais avant cela, il faut savoir que nos gènes font que nous sommes tous uniques en notre genre et même des choses très bizarres. Ce sont nos gènes, par exemple, qui déterminent si on est capable ou non de rouler notre langue. Vous savez le faire, vous, Julien ? Absolument pas, je suis très vexée d'un seul coup. Vous savez le faire, vous ? Non. Donc ça veut dire que tous les trois, on ne sait pas le faire, donc quoi ? Non, et du coup, ça m'évite de le faire. Mais en fait, c'est à peu près 30% de la population qui ne peut pas le faire. Ah, donc on est plus rare que ceux qui savent le faire, en fait. Et ça change quoi par rapport aux autres ? On est moins intelligents ? Alors, rien du tout. Rien du tout. C'est un ensemble de gènes qui contribuent à la formation de la langue, et notamment le frein. Rouler la langue, c'est faire un tube avec la langue. Arriver à remonter les deux côtés comme ça. Et c'est un problème de frein, ça ? C'est un problème de frein de langue, donc c'est anatomique. Mais l'explication est génétique, je crois. L'explication, c'est un ensemble de gènes. Oui. Et je pourrais m'entraîner toute ma vie, j'y arriverai jamais ? Non. Ok. D'accord. Peut-être un petit peu, oui. C'est une question de muscles, et la langue, c'est un ensemble de muscles. Mais c'est fou. Le monosourcil aussi, c'est quelque chose de génétique, je crois. Oui. Je pensais que c'était un problème esthétique aussi, mais c'est génétique. Oui, c'est un gène qui est connu et qui est petit défaut aussi, mais bon. Ça s'épile, ça c'est facile. Ouais. Alors digérer le lait ou pas, ça aussi c'est une histoire de génétique. Ça, je veux bien que vous nous expliquiez. Oui, c'est en fait. Au fur et à mesure des générations, on a des petites variations dans notre génome qui apparaissent. Et comme les virus, on est des variants. Mmh. Et un variant est apparu il y a à peu près 4000 ans dans une population qui est devenue capable de digérer le lait. Et c'est en fait une enzyme qui est fabriquée grâce à ce gène, une lactase, et qui permet de digérer, de casser le lactose qui est présent dans le lait. Mmh. Les personnes aux cheveux et aux yeux très clairs, alors c'est très joli, mais ce serait la manifestation aussi de gènes qui seraient restés en sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? En fait, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau est conditionnée par la production d'une protéine qui s'appelle la mélanine. Et il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la fabrication de cette protéine. Et c'est en fonction de la combinaison de ces gènes, c'est un peu comme les couleurs. On mélange 3 couleurs, on peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin toutes les couleurs possibles et imaginables, même le blanc. Donc c'est un peu pareil pour la couleur des poils et des yeux et de la peau. C'est un ensemble de gènes qui sont combinés. Certains vont fonctionner plus que d'autres et c'est ce qui donne une coloration plus ou moins foncée. Alors j'ai très envie de vous poser une question qui me semble compliquée. À quoi ça ressemble l'ADN ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce que c'est ? Et vraiment simplement. Vraiment simplement parce que... L'ADN, c'est un petit filament très fin qui fait 2 nanomètres, c'est-à-dire 2 milliardièmes de mètres. On le voit pas. Mais qui fait 2 mètres de long. Mais non, c'est long. Comme il est très replié sur lui-même, on ne le voit pas. Il tient à l'intérieur de cellules qui sont elles-mêmes très petites. On est un ensemble de 100 000 milliards de cellules qui font moins de 0,1 mm. L'ADN, c'est comme une échelle qui est torsadée, c'est une double hélice, et qui est un enchaînement de petits barreaux. Ce sont des petites molécules, il y en a 4 différentes. On peut les symboliser par des lettres, A, T, G, C. Et c'est l'ordre de ces barreaux qui forment cette grande échelle qu'on appelle le code génétique. C'est un peu comme l'informatique. L'informatique, c'est 0 et 1. Mais la génétique, c'est ATGC. Et c'est de l'information qui permet à la cellule, ensuite, d'assembler des acides aminés pour former des protéines. Et personne n'a la même hélice, le même enchaînement, sauf les vrais jumeaux, ou même eux, il y a des différences ? Alors, l'ADN, c'est 3,2 milliards de lettres. C'est-à-dire 3000 volumes du code pénal, pour donner l'ordre de grandeur. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, elle doit recopier son ADN et elle va faire des erreurs. Comme nous, on ferait des erreurs si on devait recopier un texte. Et donc, il y a des petites variations sur ces 3 milliards de lettres. On a quelques millions de différences entre nous, ce qui fait que nous sommes tous un petit peu différents. Même les vrais jumeaux. Même les vrais jumeaux. Alors, les vrais jumeaux, a priori, sont plus proches génétiquement que n'importe qui. C'est eux qui ont le moins d'erreurs dans le code. Ils ont le moins d'erreurs. Mais ils en ont quand même un petit peu, puisque dès qu'ils sont séparés, que l'œuf va donner 2 fœtus, ce sont des cellules qui vont se diviser au fur et à mesure. Elles vont faire des erreurs et qui sont différentes d'un individu à l'autre, y compris jumeaux. Alors, plus l'organisme est gros, est-ce qu'on a plus de gènes civils dans le corps ? C'est bizarre. Mais c'est une drôle de question, mais est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, plus on a un organisme gros, plus on a de gènes. Non. Ah non. Alors là, il faut être très modeste. Les humains, c'est à peu près 20 000 gènes. Le riz, 70 000 gènes.
Okay. Il y a plus de gènes dans le riz que chez les humains. Voilà, c'est un peu vexant tout ça. Il faut rester modeste. C'est ça. Et il y a un petit ver qu'on appelle le C. elegans, c'est un petit ver de terre qui fait 1 mm. Il a 70% d'homologie avec notre génome à nous. Donc, comme quoi, il faut être vraiment très modeste. Mais ça fonctionne de manière extrêmement compliquée. Là, une émission, ça ne suffirait pas pour l'expliquer. D'ailleurs, on ne sait pas tout encore. Et ce qui fait qu'on est quand même beaucoup plus sophistiqué. Mais effectivement, en quantité de gènes, on est de loin pas les plus... mieux servis, quoi. Les mieux servis. Et un éléphant, il n'a pas plus de gènes que les humains. Alors, on a fait le tour de quelques bizarreries de notre corps humain. On va quand même parler du Téléthon, évidemment, qui approche à grands pas. Le Prime sur France 2, ce sera ce samedi à 21h. Et pour bien montrer que c'est du concret, que ce sont déjà des victoires, le Téléthon, depuis de nombreuses années, il y aura 14 familles, dont des bébés qui ont été traités, qui seront là en 35 ans. Ça veut dire vraiment que les progrès ont été immenses. On est passé de quoi à quoi, par exemple ? On est passé d'un désert scientifique avant le premier Téléthon, et on parlait de génétique, mais on ne connaissait même pas les gènes responsables de maladies génétiques. Il fallait des années de travail pour un laboratoire pour essayer d'identifier un gène, et sans garantie de succès. Et grâce au Téléthon, il y a eu les cartes du génome humain qui ont été publiées par le laboratoire Généton créé grâce au Téléthon. Ça a bouleversé la connaissance de la génétique au global, et ça a permis d'imaginer des thérapeutiques. Et maintenant, on arrive dans une ère où on recueille tout ce qui a été semé. C'est vraiment le fruit de ce qui a été semé. Effectivement, les 14 familles, c'est une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie qui touche la moelle épinière, qui paralyse les enfants, qui ont une espérance de vie de 2 ans dans les formes les plus graves, qui est absolument terrible, et qu'on arrive à sauver lorsqu'on les traite très tôt. Ils ont un développement normal, ils peuvent respirer tout seuls, ils peuvent marcher, ce que la maladie ne leur permettait pas. Et ça a vraiment complètement changé la donne. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est une des pistes de recherche. Alors, cette thérapie génique, est-ce qu'il y a des médicaments justement issus de cette thérapie-là sur le marché actuellement ? Alors maintenant, oui, il commence à arriver. Il y en a en Europe et aux États-Unis, il y en a 17. Et sur les 17, il y en a 5 qui doivent directement aux recherches grâce au Téléthon, que ce soit dans les laboratoires issus du Téléthon ou des laboratoires financés par le Téléthon. Ça veut dire que tous les patients qui en auraient besoin peuvent déjà en bénéficier ? Oui. D'accord. Y compris évidemment des patients français. Et il y a 7 autres médicaments qui ne sont pas développés pour des maladies génétiques ou des maladies rares, mais qui sont développés en cancer, mais qui utilisent les principes de thérapie génique qui ont été établis pour les bébés bulles, qui est une maladie rare du système immunitaire. Et d'ailleurs, c'était des travaux qui étaient menés par Alain Fischer, qu'on connaît bien. Bien sûr, notre monsieur vaccin. Oui. D'ailleurs, il y a des progrès, justement, il y a eu des progrès grâce au Téléthon, vous en venez d'en parler, pour des maladies rares, mais vraiment pas seulement. Les recherches faites pour le Téléthon, elles servent à des maladies beaucoup plus fréquentes, notamment, je sais que vous travaillez beaucoup sur des maladies rares de la vision, et là, il y a des choses qui sont développées qui pourront peut-être servir à traiter un jour la DMLA, la dégénérescence maculaire, liée à l'âge. C'était notre sujet de lundi. Oui. On en est proche ? Oui, alors il y a 2 grandes voies. Il y a la thérapie génique. En fait, la DMLA, c'est un problème de vascularisation de la rétine ou de dégénérescence des neurones de la rétine. Et on connaît des gènes qui permettent d'interférer avec ces mécanismes-là et qu'on peut administrer dans l'œil grâce à des procédés qui ont été mis au point pour des maladies génétiques de la vision. Et puis, il y a une autre voie qui est développée par un autre laboratoire du Téléthon qui s'appelle ISTEM, qui est à Évry. Et c'est la thérapie cellulaire. On reconstitue de la rétine à partir de cellules souches et on peut déposer un peu comme un patch de rétine sur le fond de l'œil. Pour la réparer. Pour la réparer. Et ça, c'est non seulement pour des maladies génétiques de la rétine, mais c'est applicable aussi à la DMLA. Bon, très bien. Et pour que tous ces progrès continuent, eh bien, il faut toujours plus d'argent. Donc, je le rappelle, le Téléthon, c'est très bientôt. Ce sera le 3 et le 4 décembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire un don sur téléthon.fr. On compte sur vous. Merci beaucoup, Serge Braun, d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite un très bon Téléthon et encore plein de dons cette année. Oui, merci beaucoup, docteur. À présent, Mélanie, on va passer à notre séquence tendance. Il y aura d'abord de la gastronomie. On va parler de citron caviar avec Margot Grossman, puis Nathalie Le Breton qui nous présentera une sélection de livres jeunesse, et enfin Philippine Darblay qui va terminer l'émission sur un autre produit de fête, le caviar. Et ben voilà, on se fait plaisir sur Europe 1.